Hello, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Je vous retrouve pour la lecture du jour et j'ai décidé de vous lire un extrait du livre La Grande Vie de Christian Bobin. Voilà, j'espère que cette lecture vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Je voudrais vous écrire des choses à la fois déchirantes et apaisantes. Apaisantes parce que déchirantes. Et surtout que l'air passe entre mes mots. Beaucoup d'air, comme entre les cornes jaunies de la fleur du chèvrefeuille. Ah, celle-là, son parfum me blesse. Son vêtement déchiré de petite mendiante de Lewis Carroll me comble. Une des joies éphémères de l'été, c'est de traverser une rivière en sautant sur des pierres. On écarte les bras comme s'ils étaient des ailes. On appuie les mains sur l'air. On peut glisser, se mouiller un peu. Beaucoup. Si on est plusieurs à vivre cette épopée, on rit aussi bien de l'échec que de la réussite. Et peut-être même l'échec entraîne-t-il une joie plus grande. On a 10 ans, 15 ans. C'est l'âge des bandes. On ne sait pas alors qu'on est en train de traverser la chambre en feu de la vie, celle dont la fenêtre donne sur l'éternel. On ne sait pas non plus qu'il est aussi indifférent de perdre que de gagner. Il faudra encore des années pour comprendre que les années ne sont rien, et qu'il n'y a ni vrai, ni faux, juste la vie rivière et nos bonds maladroits d'une parole à l'autre. Oh, la vie sainte des épouvantails, leur cœur troué par les balles du soleil. Le bleu des clochettes des campanules m'a mis KO. Une maison singulière, elle est faite de milliers de chambres. On les traverse. On y laisse quelque chose à chaque fois. Quelque chose ou quelqu'un. Je me souviens de celle où il n'y avait rien qu'un flocon de neige. Celle aussi qui ne contenait, posée sur une table rouge, qu'une grosse larme plus précieuse qu'une perle. Autant de chambres que de jours. Une sorte de jeu de marelle. Il ne s'y trouve rien à gagner, rien à perdre, juste vivre tout bonnement, comme fait le chèvrefeuille qui apparaît et écrit peu à peu sa phrase en déployant ses petites cornes d'ange entravées dans le buisson. Et que dit-elle cette phrase? Elle ne dit rien de vrai ni de faux, juste un je ne sais quoi de pauvre qui passe et puis s'écrit, un rayon d'encre dans une chambre d'or. J'ai une nouvelle lettre pour vous. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite, mais un bouquet de lobélie. Vous savez, ces fleurs bleu clair de la famille des campanules. Je suis entrée dans le cimetière. Mon père marchait à mes côtés. Invisible, il allait avec moi voir sa tombe. Je me suis arrêtée net devant une autre tombe. Elle ressemblait à une phrase parfaite, une croix au-dessus d'une dalle blanche et, devant la dalle, une vasque débordant de l'obélie caressée par une main de lumière. Nous traversons les mirages en aveugle, sans voir que le moindre jaillissement d'une fleur est fait de milliers de galaxies, que les brindilles d'un nid déserté ou les étoiles d'un ciel noir parlent de la même absence adorable. Un papillon a feuilleté les lobélies. Un lézard est apparu. Je me suis accroupie, je lui ai parlé. Le lézard surpris n'a plus bougé, ses pattes bien à plat, écartées comme les doigts d'un gant sur la pierre chauffée de clair. Les lobélies écoutaient. Vous mourrez tous, dit Homer. Vous mourrez d'un trait de javelot ou d'une rupture d'anévrisme, sur un sol étranger ou dans une infernale chambre d'hôpital. Et tous, sans exception, l'ange qui efface les fautes posera sa main sur vos fronts en sueur, vous aidera à entrer dans le soleil à l'heure dite. Les lobélies font partie de ces choses qui émerveillent la vie. Un sourire sans lèvres, un passage secret, une phrase parfaite. Puis ils se couchèrent et reçurent le don du sommeil. C'est la fin du 7e chant de l'Iliade. Dites-moi pourquoi cette expression, recevoir le don du sommeil, me donne une joie sans fin. Je me suis relevée, le lézard affilé. Entre les villes étourdies et l'absolu, il y a la zone en friches et cimetières. Une faille dans le mur du temps. Les lézards s'y glissent comme le chagrin et l'espérance. Un vieil enfant puni, nous ressemblons souvent à ça, n'est-ce pas? Et quand on lève la tête sur les nuages ou quand on la baisse sur les fleurs, on entend une parole incroyable. Une orgie d'émeraudes. Je me souviens du 12 mai 1944. Je n'étais pas née, je n'étais rien en personne, mais je me souviens précisément du 12 mai 1944, du soleil de midi à Paris et du grand marronnier aux fleurs roses. Les livres sont des gens étranges. Ils viennent nous prendre par la main et tout d'un coup, nous voilà dans un autre monde. Un air ancien passe entre nos doigts. Des parfums dont les atomes avaient divorcé depuis des dizaines d'années. Ouvrant votre livre, je me trouve le 12 mai 1944 dans Paris, à l'heure où les troupes allemandes songent à s'en aller et que des fleurs de fusil éclatent comme des bourgeons, ici et là. Et vous voilà, vous, avec votre adorable voix de papier, rêveur et bienfaisant. La roue des astres a tourné. Vous faites partie des perdants. On dirait que rien ne vous fait peur, même si vous n'affectez jamais cette bravoure des brutes et des idiots.
Vous aimez la vie comme peut-être Dieu l'aime, s'il y a un Dieu. Goutte à goutte, fleur à fleur, pierre à pierre, vous portez l'uniforme, mais vous êtes un ange de paix et d'attention. J'aime tellement vous lire. C'est être comme un enfant à côté de son père, dans la campagne. Et le père, par sa voix calme, soulève toute chose à l'existence, prend le monde dormant et le réveille en disant à l'enfant crédule, tout petit, « Ceci est un nuage de telle famille. » Il porte telle nouvelle, il est pressé. Cela est une digitale pourpre. C'est une fée qu'on croise dans les forêts du Morvan. Et celui-ci est le scarabée, pénitent noir épuisé d'avoir toute sa vie adoré un soleil de bouse et de paille. Dans le milieu du désastre, une zone de grand calme. Cher Ernest Junger, puisque tel est votre nom au paradis des contemplatifs, je vous aime de si souvent entrer dans ce vide qui est au cœur de nos occupations, même les plus violentes, et de le fleurir par votre attention charitable. Ce 12 mai 1944, émergeant des poussières suspendues de la mort, vous apparaît un marronnier tout allumé de roses, ce que Dieu a de plus beau dans sa garde-robe. La description que vous en faites à la minutie d'un scribe. En vous lisant, je me trouve bénie par le silence de ce géant aux 1000 yeux roses ouverts dans les tourbillons de l'enfer. Pendant quelques années, j'ai dû, pour gagner mon pain, faire un travail vaguement intellectuel. Par la fenêtre du bureau, je voyais un grand marronnier respirant. C'était dans le château de la Verrerie, au Creusot, où il y a tout parce qu'il n'y a rien. La vision de cet arbre me tapait sur le cœur, le rafraîchissait, encore aujourd'hui si j'y pense. Certains arbres donnent beaucoup si on pense à eux. La guerre est de tout temps, cher Junger. Fou celui qui se croit à l'abri. Je ne cherche pas un abri. Ce ne serait qu'un endroit pour y mourir sans bruit. Je cherche ce qui arrive quand on n'est plus protégé et qu'on n'a plus peur de rien. Sur la table cirée, la pomme rouge crie de joie. On n'entend qu'elle. Je pose à son côté le livre de Ronsard. Le livre est plus vivant que la pomme. J'entendais des voix. J'ouvrais le livre et j'entendais des voix. Des gens se parlaient par-dessus ma tête, s'interpellaient. Ils étaient morts depuis 5 siècles et ils échangeaient des nouvelles comme deux voisins par-dessus un muret. C'était une drôle d'expérience. Le livre de Ronsard, l'école m'en avait éloigné. Elle en avait fait un faiseur de copeaux, un rongeur de belles langues. Plusieurs dizaines d'années après une alerte m'était venue du côté d'un enfant de l'assistance publique, enfermé en Touraine derrière un grillage de roses cardiaques. Jean Genet dit être venu à l'écriture par détresse et oisiveté forcée, avec un livre de Ronsard trouvé à la bibliothèque de Maitret. Je n'ai pas oublié cette parole, même si je ne suis pas entrée tout de suite dans les roseraies de Ronsard. Qui est maître de ces lectures? Un livre nous choisit. Il frappe à notre porte. La charité, monsieur. La charité de me donner tout votre temps, tous vos soucis, toutes vos puissances de rêverie. Ronsard sculpte les femmes comme Dieu, qui n'existe pas, sculpte les roses du jardin. Quand je montais cette petite pente menant à la terrible maison de retraite, je voyais sur la droite quelques roses souffreteuses. Ces maîtresses négligées du soleil me faisaient un cœur d'églantier. Même chose avec les poèmes de Ronsard. En lire un ou deux me donne cette ébriété qui permet de voir la vie au plus près, car c'est bien la voir au plus près que de la tenir pour sainte, bonne et belle. Ronsard apostrophe ses amis en début de poème et leur raconte ses déboires amoureux, ce rayonnant désastre de l'amour. Berger, fleurette et source dégringolent sur la page. Le paradis est déversé sur le blanc. Mes yeux rigolent. Et les roses, ah les roses, elles ont le rôle titre. Mais plus que tous m'enchantent ces voix, ces appels d'un disparu à d'autres disparus. Et voilà que les morts sortent des rosiers, le visage griffé d'étoiles, et voilà que ces jeunes gens fous de vie débarquent au XXIe siècle, frais comme des alouettes. Un mort s'adresse joyeusement à d'autres morts pour leur vanter une amoureuse. Ce soleil apparu qui va tout détruire de ses rayons après avoir tout éclairé. Pourquoi ne m'a-t-on jamais parlé de poésie comme ça? Parfois, un visage se met à côté du soleil et provoque une sorte d'éclipse. Pourquoi ne nous dit-on jamais que la résurrection commence dès cette vie et que toute parole ivre est une rose de sang, éclatante, reine du néant de nos jours? À 20 ans, je me suis liée à un étrange jeune homme dont le nom en danois signifie cimetière, Kierkegaard. Il est revenu cette nuit de son 19e siècle. Comment vous dire sa pensée? Il y faudrait un conte. L'histoire d'un enfant si pur qu'il ne pourrait respirer l'air du monde sans mourir aussitôt. Alors il retiendrait sa respiration et descendrait en lui-même si profondément que le monde ne pourrait plus l'atteindre. Par intensité de pureté, concentration folle de pureté, il deviendrait plus petit que la plus petite des poussières. Il vivrait retiré dans l'ermitage d'un livre comme celui que j'ai ouvert ce soir. On ne le trouverait que là.
J'espère que la lecture vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine lecture et je vous embrasse très fort. Bye!